Bien, bonsoir à tous. Nous allons donc aujourd'hui consacrer la dernière séance du séminaire sur le thème que j'ai consacré cette année à l'examen des relations entre connaissance, vérité et démocratie, à l'examen d'une question sur laquelle mon éminent collègue et ami Pierre Rosanvallon a évidemment énormément écrit, et je suis donc très heureuse et honorée qu'il ait accepté de parler aujourd'hui sur ce thème dont je sais qu'il a donné un certain nombre déjà d'aperçus dans tous ses ouvrages, mais aussi dans Le Bon Gouvernement, où il a présenté une partie déjà de ces questions qui touchent à la manière dont on peut essayer de donner forme aujourd'hui à une démocratie d'appropriation et, au fond, à laisser parler peut-être ces invisibles oubliés de la démocratie. Je suis particulièrement heureuse que sur le thème qu'il a choisi aujourd'hui de s'exprimer, la démocratie au risque de la démagogie, histoire et actualité d'un problème. Il y a certains des aspects que nous avons été amenés dans le cadre du cours à aborder, notamment toutes les questions liées à l'assertion et à la difficulté qu'il y a souvent lorsque l'on essaie d'affirmer quelque chose, que l'on croit que ce qu'on affirme est vrai, on ne se laisse pas éventuellement prendre par l'idéologie, par la propagande, par certains biais aussi, combien il est difficile, en effet, d'évacuer de nos assertions tous ces risques. Je pense que la question dont Pierre va nous parler aujourd'hui n'est pas totalement éloignée d'un certain nombre de préoccupations qui ont pu être les nôtres, et c'est pourquoi je suis, comme vous, tout à fait impatiente de l'entendre sur ce sujet. Merci encore beaucoup, Pierre. Merci, Claudine, de cette invitation. J'ai regardé le programme du séminaire et effectivement, il me semble que les réflexions que je vais vous proposer se situent dans la continuité des exposés qui ont déjà été faits. J'ai proposé comme titre à cet exposé « La démocratie au risque de la démagogie ». Si j'avais voulu être peut-être plus explicite, j'aurais pu intituler cet exposé « Le cauchemar de Condorcet », ou bien « La dépression de Condorcet », ou même « Le jour où Condorcet s'est tu ». En partant du constat que ce qui fondait chez Condorcet, je fais bien sûr référence à sa fameuse théorie du jury, mais aussi à l'ensemble de ses travaux sur le gouvernement représentatif, de ses travaux constitutionnels, de ses travaux sur l'éducation. C'est en effet le penseur de la Révolution française qui symbolise ce qu'on pourrait appeler la vision rationaliste démocratique. Et on sait bien que dans l'expression de ses réflexions, il a fait l'hypothèse qu'une assemblée de citoyens pouvait approcher de la vérité à trois conditions. À la condition première que l'électeur soit éclairé, à la condition seconde que l'électeur soit indépendant, et à la troisième condition qu'il y ait l'expression d'un vote sincère. Si l'on repart de ces trois éléments, l'électeur éclairé, hypothèse de l'électeur éclairé, hypothèse de l'indépendance et hypothèse du vote sincère, eh bien, je crois que nous voyons que nous ne sommes plus dans cet univers. Enfin, nous ne sommes pas entrés dans cet univers auquel il aspirait. Disons de façon plus large que Condorcet et ses contemporains considéraient la démocratie comme susceptible d'incarner le règne de l'intérêt général en étant appuyé à la fois sur le fait de l'unanimité sociale, on dirait aujourd'hui du consensus, et sur le règne social de la raison. Je fais tout de suite une petite note quand je dis pour Condorcet la démocratie comme régime de l'intérêt général
était conçu comme devant être appuyé sur le règne social de la raison et l'expression unanime, le terme démocratie n'était pas, je l'ai souvent souligné, n'était pas vraiment utilisé à l'époque de la Révolution française. En effet, un des dictionnaires de la période notait au mot démocratie de façon lapidaire en 2 lignes, mot archaïque correspondant à un souvenir de l'Antiquité et à quelques expériences de petits cantons suisses. Donc il ne pouvait pas être question pour la grande société française de la Révolution de s'apparenter, je dirais, même si certains iront chercher les constitutions du roi Minos dans d'hypothétiques librairies, de se réclamer de ce et d'utiliser ce terme. Et significativement d'ailleurs, alors qu'il y a eu des milliers de journaux pendant la Révolution française, il n'y en a que 2 qui, sur 3500, qui portent l'adjectif démocratique dans leur terme, dans leur titre. C'est dire à quel point le mot démocratie ne fait pas partie du vocabulaire de la Révolution française et que, au moment de la discussion de la Constitution de Philadelphie aux États-Unis, 2 ans plus tôt, en 1787, le terme démocratie et l'adjectif démocrate sont même considérés comme des insultes, renvoyant à l'idée d'anarchie, à l'idée de pouvoir dans la rue, et donc n'incarnent nullement un idéal. Ce qui est la raison pour laquelle le terme démocratie est alors repoussé, ce n'est pas simplement parce qu'il a cette dimension archaïque, mais c'est parce que de façon implicite, il restait marqué au XVIIIe par les préventions de Platon, qui l'accusait, vous le savez, d'être un régime instable, structuré par des antagonismes sociaux, les passions, les visions divergentes du bien commun, et donc d'être un mot indéterminé. Donc cette indétermination, avec le cortège de problèmes qui l'accompagnaient, faisait que le terme n'était pas utilisé. On lui préférait bien sûr celui de république, de gouvernement représentatif, etc. Je voudrais faire pour commencer donc cet exposé, par faire quelques remarques sur la question de l'unanimité. Cette question de l'unanimité comme expression, une modalité d'expression d'une communauté, elle est très ancienne. Parce que le terme latin concordia ou celui grec oimonia fait partie de ces éléments de langage qui traduisaient cette attente d'une unanimité. D'ailleurs, la première fois où l'on trouve une occurrence de l'expression suffrage universel, c'est dans le sens pour exprimer l'accord unanime de la communauté. C'est dans un texte des Pères de l'Église, parlant des premières communautés chrétiennes, qu'on voit l'expression en latin suffrage universel, et qui veut dire, voilà, la communauté unanime a considéré que telle et telle chose. Et cela va être dans toute la littérature politique un trait permanent que de considérer que l'unanimité est la qualité politique principale. L'unanimité, ça veut dire ce qui fait écho à l'unité de la communauté. L'unanimité ne veut pas dire, nous, quand nous pensons unanimité, nous pensons accord de suffrage d'individus. L'idée d'unanimité a d'abord été liée à la vision de l'unité d'une communauté. Donc, ce n'est pas unanimité où on compterait les suffrages, c'est unité d'une communauté. Et donc, cette idée d'unanimité, elle était par construction très liée à celle d'acclamation. L'acclamation apparaissant, non pas comme une forme archaïque, mais comme une manifestation normale de l'expression unanime d'une communauté. Et vous savez que les rois de France, quand ils étaient couronnés, à la sortie de la cathédrale de Reims, on considérait que le sacre n'était accompli que lorsque, sortant de la cathédrale, il y avait la foule amassée devant le porche qui criait « Vivatrex ». Et on appelait ça, c'était le suffrage universel, c'est-à-dire l'acclamation universelle. Et de fait, de nombreux récits montrent à quel point le manque d'unanimité est vu comme une maladie de la communauté. Maladie de la communauté, même dans des textes très anciens,
et bien sûr dans des textes du Moyen Âge très nombreux, dans des textes aussi du XVIIIe siècle, par exemple dans les villes américaines de la côte est de la Nouvelle-Angleterre au XVIIIe siècle ou à la fin du XVIIe siècle. Le sens de l'unité et de la communauté était tel que s'il y avait par exemple naissance d'une nouvelle église, eh bien ses habitants suivaient cette église pour s'établir ailleurs, comme si la communauté elle ne pouvait avoir qu'une seule croyance. Alors après, on le verra, ça a bien changé. Mais en même temps qu'il y a, je dirais, ce principe fondamental de l'unanimité comme constitutif de la vérité d'une communauté, est apparue très tôt une réflexion sur le hiatus entre des procédures de décision et l'expression de cette notion d'unanimité. Dans un monde très particulier, c'est celui des communautés monastiques, parce que les communautés monastiques n'étaient pas simplement des corps, mais étaient en même temps des groupes d'individus égaux. Et un chapitre de moines n'était pas simplement donc le corps des moines, mais était en même temps un groupe d'individus égaux fondé sur dont la vie pratique était fondée sur la délibération. Et donc on a commencé à voir apparaître à ce moment-là, à réfléchir sur les conditions dans lesquelles il y avait un hiatus entre une expression qui pouvait être non unanime et le sens de l'unité de la communauté. Donc il y a une très grande réflexion théologico-politique sur cette question-là et une très grande littérature historique sur ce problème de l'élection dans les ordres monastiques. Alors on a essayé d'exprimer cette différence en disant qu'il faut faire la distinction entre des voix comptées arithmétiquement et puis des voix comptées dans leur seniorité et leur importance. Et puis, progressivement, on a fait la distinction aussi entre ce qui était de l'ordre d'une procédure et puis ce qui, in fine, se terminait par un accord général. Donc il y avait un accord général sur les résultats majoritaires. Vous voyez qu'actuellement en France, c'est un débat sur les primaires. Bon. Mais ça a été un débat très, très important. Et donc, même s'il y avait une expression majoritaire, dans les comptes rendus de ces réunions, on disait le chapitre s'est exprimé unanimement, même si techniquement il y avait eu un vote majoritaire. C'était bien sûr une question décisive pour l'élection des papes, puisque ce qui caractérise le XIe siècle et le début du XIIe siècle, c'était la difficulté d'élection des papes, la multiplication des antipapes, les assassinats de papes. Donc, pour des nominations qui étaient censées être inspirées par l'Esprit Saint, ça faisait beaucoup de désordre. Parce que, par définition, si l'Esprit Saint inspirait chaque cardinal, eh bien, le résultat aurait dû être unanime. Et c'est là, au concile de Latran, au tout début du XIIIe siècle, que l'on met en place cette double procédure, à la fois d'enfermer les cardinaux en conclave pour essayer de réduire le temps d'élection et de leur permettre une expression majoritaire aux 2/3 pour élire le pape. Mais en même temps qu'à cette expression majoritaire, on insiste sur le fait que ce moment procédural est second par rapport à ce qui sera un moment de l'unanimité. Et ce sera plus tard aussi toute une réflexion dans les cités italiennes, un siècle plus tard, sur comment remédier au défaut d'unanimité dans une collectivité. C'est là qu'on inventera, en quelque sorte, pour la première fois, une pratique régulière du tirage au sort que l'on peut considérer comme une unanimité négative. Le tirage au sort, c'est de faire que personne ne peut l'emporter. Et si personne ne peut l'emporter, tout le monde peut être satisfait d'une procédure dans laquelle tout le monde l'emporte. Si j'ai fait cette très bref rappel historique, c'est pour bien comprendre l'importance qu'avait dans la vision des révolutionnaires français le principe d'unanimité. Pour eux, il était véritablement constitutif de leur vision. Et ils voyaient cette unanimité possiblement dérivée d'une double caractéristique des élections révolutionnaires. C'est que les élections révolutionnaires étaient à la fois des élections dans lesquelles il n'y avait pas de candidat, donc ce sont des élections sans candidature.
Et ce sont des élections qui rejettent la délibération. Ce sont des élections sans délibération. D'abord, des élections sans candidat. C'est quelque chose qui peut nous apparaître surprenant aujourd'hui, parce que pour nous, au contraire, élection veut dire mise en scène, en quelque sorte, d'une compétition entre des personnes. Mais c'est justement ce que l'on voulait éviter pendant la Révolution. On considérait que l'élection ne devait pas être une compétition des ambitions, que l'élection devait simplement être un processus de distinction, de recherche du talent et de la vertu, et que ça n'était pas les prétentions qui permettaient de définir le talent et la vertu. En même temps, on reprochait à l'idée même de candidature une prétention contraire à l'égalité. Être candidat, ça veut dire d'une certaine façon, je me pense moi-même vertueux, ou je me pense plus talentueux que les autres. Et donc, se porter candidat voulait dire qu'on brisait en quelque sorte l'égalité. Et pendant la Révolution française, donc l'élection est limitée à son sens technique le plus strict, c'est le choix d'une personne avec la consonance théologique de choix inspiré, l'élection. Et donc, on a théorisé à plusieurs reprises, et ça fonctionnait, je dirais, du premier jour au dernier jour de la Révolution. Alors ça posait des problèmes techniques absolument considérables. Parce que si, pendant la Révolution française, on vote dans les assemblées primaires de 1000 personnes, et si on veut désigner une personne dans un groupe de 1000 sans qu'il y ait de candidats, ça fait beaucoup de tours de scrutin. Et c'était un point, il faut préciser aussi que pendant la Révolution française, la plupart des élections sont des scrutins à 2 degrés. Et d'ailleurs, ceux qu'on appelle les électeurs, ce sont les électeurs de 2e degré. Au 1er degré, on parle simplement de citoyens actifs. Mais dans une ville comme Paris, en 1790 et 1791, les électeurs de 2e degré votaient 170 jours par an. Tellement, parce qu'on ne votait pas simplement pour des représentants, on voterait pour des délégués municipaux, on votait pour des prêtres, on votait pour des officiers judiciaires. Il y avait tout un ensemble de postes qui étaient à l'élection, et on estime qu'il fallait à peu près 3 jours pour élire une personne, en étant en permanence rassemblés pour réduire la... Et donc, la véritable candidature, disait-on, c'est la candidature de l'opinion publique, alors qu'une compétition conduirait à particulariser ce que l'on cherche à généraliser. Ce qu'on cherche à généraliser, c'est la vertu, et s'il y avait une compétition, on serait dans un processus destructeur de particularité. Donc, on considérait l'élection comme la détection de purs individus, le but étant de faire émerger la sagesse et le mérite qui étaient dispersés dans la société. Et donc l'élection, c'est un processus de distinction très particulier, parce que c'est un processus de distinction qui n'a aucune dimension aristocratique, qui n'emporte aucune dimension de supériorité, parce que c'est un type d'éminence qui renvoie à des qualités qui sont absolument personnelles, non transposables, non capitalisables. Donc c'est le premier point fondamental, c'est qu'on pensait, et ça c'est tout à fait conforme à la vision de Condorcet, des points que je disais, que si les électeurs qui d'ailleurs devaient promettre, avant de voter, chacun devait porter serment. Et le serment, c'était de dire « je promets de m'exprimer en toute indépendance, sans être soumis à qui que ce soit, et sans avoir d'attache, et sans avoir été lié à des promesses de quelque nature que ce soit. » Donc, par serment, on devait dire qu'on incarnait cet électeur indépendant dont je faisais référence en parlant de Condorcet tout à l'heure. Et que dans ces conditions-là, eh bien, on devait pouvoir arriver à l'unanimité.
On arrive à l'unanimité parce qu'il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de candidat, il y avait une pure recherche de la vertu, et que sur ce point, je dirais, les questions de capacité ne comptaient pas, c'était simplement la sincérité du jugement et la reconnaissance de personnes. Et donc, il n'y avait pas de dimension capacitaire, simplement une dimension de reconnaissance. Deuxième élément très important des élections révolutionnaires qui permettent d'expliquer qu'on les concevait comme liées à l'unanimité, c'était des élections sans délibération. Il n'y avait pas d'exposé d'arguments. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, on a théorisé la crainte de l'influence d'un certain nombre de personnes. Parce que si l'élection était censée renvoyer chacun dans le silence des passions à sa reconnaissance de la vertu, des prises de parole introduisaient en quelque sorte des éléments de biais, de rupture de cette intériorité. Et c'est quelque chose qui a été très théorisé et très développé. Je pense notamment à tous ceux qui ont appartenu à ce qu'on appelait le milieu du cercle social. Le milieu du cercle social pendant la Révolution, c'est Brissot, c'est Lantenat, c'est Condorcet, et ce sont ceux qui ont été les grands théoriciens de l'opinion. Ce sont ceux qui ont été les grands théoriciens, je dirais, des formes avancées du gouvernement représentatif. Et à côté de ces grandes figures du cercle social qui ont théorisé justement la nécessité, je dis en démocratie pour la commodité du langage aujourd'hui, d'avoir des votes sans délibération, il y a aussi ceux du Club des Cordeliers. Peut-être que vous avez entendu parler de cette fameuse revue qu'on appelle la bouche de fer, mais qui est une des publications les plus intéressantes de la Révolution française. La deuxième vision de la critique de la délibération, on la trouve d'ailleurs dans la forme même du Parlement. Il y a eu tout un débat pendant la Révolution française pour savoir quelle devait être l'architecture d'un Parlement. Et la grande réflexion, c'est une réflexion à partir du modèle britannique. Puisque vous savez, le modèle britannique, c'est un Parlement où on se fait face et où on est très resserré. Donc on se serre les coudes, c'est très petit, et donc c'est à la fois on se serre les coudes et le face-à-face direct. Donc tout est conçu pour une logique de la persuasion et de la délibération. Ce sont des paroles, des échanges de paroles qui se font face, et dans l'idéal de la théorie du Parlement tel que l'a défini par exemple un Bentham à cette période, au tout début du XIXe siècle, eh bien le Parlement, c'est justement le véritable lieu de l'argumentation. Et le véritable lieu de l'argumentation, parce qu'on présuppose qu'on peut changer de position après avoir écouté des arguments. Donc il y a là une force de l'expression, une force de l'argumentation qui fait de la délibération une valeur absolument centrale du Parlement. Eh bien, dans le Parlement français, on a voulu faire autre chose que le Parlement anglais. On a voulu faire un Parlement plus circulaire en hémicycle. Pourquoi ? Dans l'hémicycle, cela veut dire que chacun est censé regarder le centre et ne pas regarder les autres. Il y a toute une théorie du Parlement français, il y a des très nombreux textes, il y a même des livres d'architecture qui ont été écrits, etc., où on théorise le fait qu'en ne se regardant pas, on va regarder un même but, et c'est de cette façon que les députés vont arriver à l'accord. Ils ne vont pas arriver à l'accord par l'argumentation, mais par la pureté de leurs intentions. C'est la pureté de leurs intentions qui va faire qu'ils vont s'exprimer d'un seul cœur et d'une même voix. Donc, ni délibération, ni compétition pour, en quelque sorte, asseoir l'unanimité des votants, mais aussi l'unanimité des législateurs. Alors, bien sûr, cette vision de l'unanimité a une dimension qu'on le dirait aussi sociale, c'est-à-dire une société des égaux, une société dans laquelle il n'y a pas de domination, parce que la Révolution pense mettre en place une société de l'autonomie. Une société de l'autonomie où chacun peut devenir en quelque sorte, ou devrait devenir, travailleur indépendant.
Alors là, bien sûr, il y a une différence entre les États-Unis et la France. Quand on raisonne sur la Révolution française, il ne faut jamais oublier que pendant la Révolution française, la France compte 25 millions d'habitants et qu'à la même époque, les États-Unis ne comptent que 2,5 millions d'habitants. Donc la France est le pays le plus peuplé d'Europe et à ce moment-là, la Chine n'a que 80 millions d'habitants. La Chine, c'est simplement 3 fois la France. Donc, le grand pays, c'est la France et c'est pour cela qu'on attache autant d'importance à ce modèle. Et qu'une société sans domination, l'idéal de ce point de vue-là, c'est la société américaine dans laquelle chacun puisse être travailleur indépendant à son compte. Puisqu'aux États-Unis, le rejet du salariat durera très longtemps pour développer une idée d'égalité qu'en France, on verra comme étant produit par la fraternité et aux États-Unis comme le marché des égaux. Je simplifie. Deuxième pilier d'une vision démocratique, à côté de l'unanimité, c'est la raison. Ce sera le grand thème, des principaux thèmes révolutionnaires. Et ce qui, le but ce qui peut produire la raison, bien sûr, c'est l'éducation. L'éducation, selon la formule de Mirabeau, mais qui ensuite sera repris par tous, je cite Mirabeau parce que c'est le premier grand plan d'éducation de la période révolutionnaire. Vous savez que Mirabeau décède en avril 1791, mais il a écrit à l'automne 1790 un grand plan d'éducation qui sera publié juste après sa mort par Cabanis. Et ce sera le premier d'une très longue série où, bien sûr, Condorcet publiera beaucoup de textes sur l'éducation, Lanthenat, il y aura aussi beaucoup de personnes. Et la formule qu'employait Mirabeau, c'est de dire « Nous devons chercher le moyen d'élever les citoyens au niveau de la Constitution et de combler, voilà la phrase la plus célèbre, et de combler l'intervalle immense que cette Constitution a mis tout à coup entre l'état des choses et celui des habitudes. » Et c'est lui le premier qui emploie l'expression que le but de l'éducation, c'est la régénération du peuple, c'est-à-dire de mettre le peuple à la hauteur des institutions, en quelque sorte. Et donc, en même temps, l'éducation a donc deux buts. L'éducation a un but, d'abord, de faire que le citoyen habite complètement l'individu, et deuxièmement, que cet individu, que ce citoyen, soit rationnel. Et on pensait que, troisièmement, l'éducation participait aussi à l'ordre social, au bon ordre démocratique, parce qu'on voyait dans l'éducation le moyen, là plutôt dans l'instruction, le moyen de stabiliser les distinctions sociales. Et que les distinctions sociales, on les considérait comme simplement fonctionnelles. Ben voilà, il y a des ouvriers, des paysans, des serviteurs, des gens des différentes catégories. Donc, en même temps que la raison était appuyée sur le projet et de l'instruction publique et de l'éducation, vous connaissez bien la différence, cette marche d'une société vers la raison était aussi appuyée sur l'esprit d'indépendance. Là aussi, je fais référence à ce que je disais tout à l'heure à propos de Condorcet, à l'esprit d'indépendance et à la capacité au désintéressement. D'où le fait qu'on ne donne pas le droit de vote aux individus qu'on estime non indépendants. Et qui est non indépendant pendant la Révolution française? Ce sont les individus qui sont considérés comme étant structurellement des corps, et non pas des individus proprement parlés. Et un des plus beaux exemples, c'est bien sûr les moines. Un moine n'est pas un individu, c'est un corps. C'est une formule célèbre de la Révolution française, parce que, à travers ses vœux, il n'existe plus comme individu. Il existe simplement comme membre de la communauté. Donc, il n'est pas le citoyen indépendant. Et puis, hélas, ils étaient quand même nombreux pendant la Révolution, les moines, mais moins nombreux que les femmes, tout de même. Et les femmes, justement, ont été écartées du suffrage parce qu'elles étaient considérées comme participants d'un corps. Elles participaient du corps familial et non pas, elles n'étaient pas des individus. Et d'ailleurs, là, il y a une très grande différence entre, je dirais, le mouvement d'extension du suffrage aux femmes
entre les sociétés anglo-saxonnes et la France. En France, les femmes ont conquis le droit de suffrage en devenant des individus. Et c'est pour cela que, dans un premier temps, ce sont les femmes célibataires. Même les suffragettes se sont battues pour que les célibataires, les femmes célibataires aient le droit de vote. En disant une femme mariée, on peut considérer qu'elle est membre du corps familial, mais une femme célibataire, elle est célibataire, donc elle est un individu comme les autres. Donc c'était ça le mouvement. Alors qu'aux États-Unis, c'est le contraire. On a donné le droit de vote aux femmes justement parce qu'elles étaient le corps familial. Et en disant, en tant que mère de famille, en tant que cuisinière, en tant que tenant le foyer familial, elles ont une compétence particulière. Et donc, on reconnaît dans la représentation politique leurs compétences spécifiques de femmes, de mères, de femmes au foyer, etc. Donc, on pourrait dire paradoxalement, c'est en raison des préjugés sur les femmes qu'elles ont voté plutôt dans les pays anglo-saxons. Alors qu'en France, c'est au contraire à cause d'une vision de l'individu. Donc ceux qui sont considérés comme des corps, et bien sûr ceux qui sont considérés comme des personnes dépendantes. Les personnes dépendantes, bien sûr, c'est les enfants, ce sont les incapables, et ce sont même une catégorie juridique très importante pendant la Révolution, les fils de famille. C'est-à-dire des gens qui ne vivent que sur l'argent de leur famille. On leur enlève beaucoup de droits aux fils de famille pendant la Révolution. Ça n'a pas duré. Voilà. Alors, vous voyez, cette vision révolutionnaire, c'est donc la raison et l'unanimité construites de ces deux façons-là. Eh bien, peu à peu, ces deux piliers vont s'effriter. Ces deux piliers vont s'effriter et on va, en quelque sorte, inventer ou développer des béquilles compensatrices à cet effondrement. Alors la première béquille, ça va être le développement des théories capacitaires et de la souveraineté de la raison, en disant on ne fera pas progresser la raison dans la société avec le suffrage universel, mais avec le suffrage capacitaire, la reconnaissance que ce sont les capacités, les personnes raisonnables, que l'on peut distinguer de différentes façons. C'était tout un débat pendant la restauration de la monarchie de Juillet en France, qui doivent être les citoyens actifs. Et c'est aussi l'idée qu'au fond, la politique ne peut arriver à être raisonnable que si elle devient de l'administration. Donc le grand thème saint-simonien, du gouvernement des hommes à l'administration des choses, d'ailleurs que Marx reprendra à Saint-Simon. Donc la raison présuppose une redéfinition de la politique et une redéfinition aussi de la participation à la politique. Et l'autre voie, ce sera de redoubler en quelque sorte par la foi républicaine les instruments éducatifs et en mettant l'école de plus en plus au centre du projet républicain et en considérant d'une certaine façon que le suffrage universel est une anticipation de ce que devrait être la société du futur. Et donc on voit à partir de 1848, c'est la date du suffrage universel masculin en France, le dimanche de Pâques 1938, c'est de dire que le suffrage universel existe formellement, mais il est encore incomplet. C'est l'idée que, George Sand l'a dit dans une expression fameuse, c'est un enfant roi qui est encore très jeune. Et donc, dans sa colère, il peut souvent briser ses liens et ses jouets. Naïf et crédule, il se fie au premier venu. Voilà comment George Sand voyait le suffrage universel, en disant « c'est un géant sans intelligence encore ». Donc, on voyait que pendant la Révolution française, on s'était posé la question avec les termes de Mirabeau de mettre les citoyens à la hauteur des institutions. Bien là, on redoublait cette idée. Il fallait le suffrage universel était déclaré, mais la société était en retard. Et donc, il fallait faire une société de citoyens raisonnables, rationnels. Et donc, c'était tout un débat sur est-ce que le suffrage universel n'est pas venu trop tôt. Et dans les milieux révolutionnaires en 1848, on a critiqué le suffrage universel. Un Blanqui, qui est l'incarnation, je dirais, de la gauche révolutionnaire de l'époque,
il s'était manifesté contre l'introduction du suffrage universel en 1848 en disant que le peuple n'était pas encore prêt. Et évidemment, le fait que pendant le Second Empire, le peuple ait donné le pouvoir à Napoléon III renforcera les républicains dans l'idée que le peuple n'était pas à la hauteur des institutions. Et donc, il fallait redoubler d'efforts pour accorder le droit à la capacité. Et le grand moment de concentration, je dirais, de la réflexion républicaine sur cette question-là sera quand la République sera véritablement installée, c'est-à-dire de la fin des années 1870 à 1890. Et là, il y a énormément, toute une littérature énorme, et on verra un Renan qui, dans la prière sur l'Acropole, aura cette expression fameuse, il dira « Démocratie, apprends-nous à extraire le diamant des foules impures ». Extraire le diamant des foules impures, eh bien, ça c'est une expression de Renan qui n'était pas spécialement un grand démocrate, mais beaucoup de républicains ne pensaient pas très différemment. Jean Massé, qui était le fondateur de la Ligue de l'enseignement, avait donné, il y a un très bon livre de Martin, Jean-Paul Martin, qui vient de paraître sur la Ligue de l'enseignement, et dans lequel j'ai lu cette formule. Jean Massé disait « Notre urgence, c'est d'organiser l'éducation du maître inculte ». Et donc, et Gambetta et Jules Ferry ne pensaient pas très différemment. Et ce qui a en quelque sorte été le moment un peu clé pour terminer cette discussion, c'est l'école obligatoire. En disant à partir du moment où l'école est obligatoire, eh bien la marche en avant est décisive et le citoyen va devenir rationnel. Et donc le suffrage que l'on considérait comme inévitable, un peu en avance, la procédure était en avance sur les mœurs de la société, il va devenir irrésistible, c'est l'expression qu'on va employer avec cette école obligatoire. Alors, on voit là qu'apparaît en même temps, pendant cette période, les premières réflexions sur comment comprendre une épistémologie de la démocratie. Est-ce que c'est simplement une capacité en général? Est-ce que c'est un savoir spécifique? Est-ce que c'est une capacité morale? Et il y a dans un certain nombre de pays, par exemple, des expériences. En Belgique, on a un droit de vote qui est plural en fonction de la dimension de la famille que l'on a et en fonction des diplômes que l'on a. Donc, si on a, je ne sais pas, si on a le certificat d'études, on a une voix, mais si on a une licence, on a 3 voix. De même que si on a un enfant, on a une voix, mais si on a 5 enfants, on a plus de voix. Donc il y a eu toute une réflexion sur ce rapport entre compétences d'usage et puis savoir spécifique. Avec dès ce moment-là, le constat, c'est qu'il était très difficile de définir quelles étaient les compétences qui devaient définir le citoyen. Et que si l'on pouvait dire que le citoyen devait être indépendant, qu'il devait être rationnel, passer à une spécification de ces qualités devenait très difficile. On s'en est rendu compte aussi parce que à un moment, c'était très important dans les années 1840, il y a eu tout un débat sur le rapport entre l'élection et l'examen, en disant l'élection, c'est une modalité du choix, et au fond, dans l'histoire, on a essayé 2 modalités de choix en politique. On a essayé l'élection, on a essayé le tirage au sort. Mais on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un 3e moyen, l'examen? Même un grand socialiste comme Pecker, qui était un de ceux que Marx admirait le plus, a toute une théorie de ce qu'il appelle l'élection intellectuelle. C'est-à-dire décider qu'on peut nommer aussi en passant un examen. Et aujourd'hui, vous le savez, c'est la théorie en Chine. En Chine, on a fait la théorie du fait que la Chine est plus avancée que l'Occident, parce que l'Occident prouve que les élections sont une procédure très mauvaise pour choisir des gens, parfois ça peut être un peu vrai, et que les Chinois ont une bien meilleure solution, c'est de sélectionner des gens par concours. Et que cela, c'est ce que fait le parti.
Le parti sélectionne les gens par, en quelque sorte, ses concours internes. Et vous avez un livre qui est paru il n'y a pas très longtemps, c'est un Américain, mais qui est professeur en Chine depuis très longtemps, Bell, qui a fait la théorie, justement, de ce modèle chinois fondé sur l'examen et non pas l'élection. Alors, la grande difficulté, c'est de savoir qui met les questions au concours et qui compose le jury. C'est la même chose. Là aussi, dans l'abstrait, on peut dire pourquoi pas une élection intellectuelle, pourquoi pas un examen. Et vous voyez, dès qu'on regarde ces différents principes, si on ne voit pas quelles sont les conditions de leur instrumentalisation, la réflexion, elle reste très limitée. Et si on voit qu'on ne pourrait pas faire passer un examen de président de la République en France, ce n'est pas parce que ce serait tout à fait impossible, mais c'est parce que personne ne se mettrait d'accord sur qui compose le jury et qui met les questions à l'examen et qui fait passer l'examen. Donc l'élection est plus rustique, mais met tout le monde d'accord. Voilà. Donc ça, c'est une chose générale que l'on constate, c'est que ce n'est pas simplement sur des principes, mais sur des procédures pratiques que se jouent ces différents éléments. Donc, premièrement, on a en quelque sorte appuyé sur de nouvelles béquilles, je dirais, la vision révolutionnaire de la rationalisation du citoyen et de l'électeur, avec les limites que j'ai indiquées. Le deuxième élément, c'est donc celui de l'unanimité. Et le principe d'unanimité, il est resté longtemps très présent dans la politique française. Après, quand vous lisez les souvenirs de Tocqueville, par exemple, la façon dont il décrit le premier vote au suffrage universel en 1848, où tout le monde se déplace de son village vers le chef-lieu de canton à Saint-Lô, je crois. Non, c'est pas Saint-Lô, vers le chef-lieu de canton pour aller voter, c'est Valognes. Eh bien, il montre bien que tout le monde est uni et que tout le monde s'arrête pour l'écouter. Tous les 5-6 kilomètres, on s'arrête pour boire un petit coup et manger un peu de sandwich. Et Tocqueville parle à ce moment-là. Et c'est déjà le cortège qui accompagne Tocqueville. Et moi, j'ai une de mes étudiantes qui a fait une thèse justement sur les problèmes d'unanimité dans les campagnes pendant la Deuxième République et le Second Empire. Et qui montre bien que dans de très nombreux villages, on continue à voter pratiquement à l'unanimité. Et lorsqu'il n'y a pas unanimité, on considère qu'il y a une maladie, en quelque sorte, de la communauté, qu'il y a une discorde, que ça n'est pas une expression normale, c'est vraiment qu'il y a un problème dans la société. Et au fond, on est sorti de la culture de l'unanimité d'une double façon en France. On est sorti de la culture de l'unanimité d'abord en réintroduisant la dimension communautaire dans l'élection, en disant si on ne peut pas avoir l'unanimité de toute la société, on peut avoir l'unanimité de professions, on peut avoir l'unanimité de groupes sociaux. Et ça va être très théorisé, cela, dans le milieu proudhonien, c'est de dire on peut avoir une unanimité du monde ouvrier s'il a ses propres candidats. Et cela, d'ailleurs, va être était au cœur historique de la réflexion sur la représentation proportionnelle. La représentation proportionnelle, aujourd'hui, on la conçoit comme représentation des opinions. Ce n'était pas ça au XIXe siècle. On appelait représentation proportionnelle, représentation des groupes sociaux. Et il y avait également, et donc c'était très important de dire, on fait la représentation proportionnelle parce qu'en quelque sorte, on décentralise, on démultiplie l'idée d'unanimité. Il ne peut pas y avoir unanimité de la société, mais il y a unanimité des différents segments de la société. Et c'était lié d'ailleurs à une remarque procédurale en disant l'égalité de vote n'est pas simplement une égalité du droit de vote, ça doit être une égalité du résultat du vote. Or, si vous votez dans une élection normale, votre vote est perdu si vous n'avez pas voté pour le gagnant. Donc à ce moment-là, votre voix n'a servi à rien. Alors que dans la représentation proportionnelle, disait-on, chaque voix compte. Parce qu'à ce moment-là, on va élire dans des blocs d'unanimité, dans lesquels donc chaque voix participera à la constitution
d'une unanimité. Donc il y a à la fois des mathématiciens français, des théoriciens anglais, il y a toute une histoire qui donc fait à la fois d'un point de vue technique et politique cette déconstruction de la notion d'unanimité pour la concevoir dans des groupes sociaux plus petits. Et puis, in fine, les républicains sont conduits, mais simplement vers les années 1890, à accepter l'idée qu'à l'intérieur même du monde républicain, il puisse y avoir des divisions. Jusqu'à 1890, ils n'ont conçu les divisions que comme, en quelque sorte, des relents du passé dans le présent. S'il y a des divisions, c'est que le monde d'Ancien Régime pèse encore sur la société, notamment dans le monde paysan. C'est parce que l'Église pèse encore d'une certaine façon. Et donc, c'est en quelque sorte, la division, c'est un reliquat du passé. Et à partir des années 1890, ils reconnaissent que, voilà, de fait, la division s'est installée et qu'elle n'est pas simplement un reliquat du passé. Donc on hésite dans le monde républicain à théoriser le pluralisme positif ou à accepter simplement le pluralisme comme étant le reflet de la diversité de la France, de sa géographie, de ses groupes sociaux, etc. Et d'ailleurs, la démocratie des partis, elle va servir à cela. Elle va servir à rationaliser le pluralisme et en même temps à canaliser les passions. Donc la démocratie des partis va jouer un rôle très important dans l'acceptation et la rationalisation du pluralisme, en même temps, justement, qu'elle canalisait les passions. Parce que quand on craignait que la démocratie soit le règne des passions, les partis politiques encadraient les passions. Donc si j'ai rapidement retracé ces quelques éléments concernant l'histoire de l'unanimité et donc du pluralisme, et en même temps l'histoire du lien entre la démocratie et l'expression de la raison, c'est pour conduire à l'examen des situations présentes, bien sûr. Alors, qu'est-ce que l'on constate dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui ? Nous constatons d'abord qu'il y a un effondrement, pourrait-on dire, de la démocratie des partis. Dans le débat aujourd'hui sur les élections, on le voit tous les jours. Donc, effondrement de la démocratie des partis, ça veut dire effondrement des conditions de rationalisation du pluralisme, premièrement, et deuxièmement aussi de canalisation des passions. Donc, les deux éléments vont de pair. Et que l'on entre, du même coup, dans un nouvel âge des divisions et des passions sociales. Alors, un nouvel âge des divisions, parce que, c'est tout le thème que je ne développe pas là, on pourra en parler si vous le souhaitez dans la discussion, c'est celui de la vision populiste du monde dans lequel le peuple n'est plus défini que de façon négative. C'est le peuple contre d'autres. Le peuple, c'est ce qui est l'envers des élites, c'est ce qui est l'envers d'étrangers. En tout cas, c'est un peuple négatif et l'unanimité est une unanimité en quelque sorte de rejet négative. Et bien sûr, nous assistons à l'effondrement de l'espérance démopédique. On peut dire que l'idée démocratique, c'est Proudhon qui avait cette expression, démocratie est démopédie. Eh bien, aujourd'hui, nous assistons à l'effondrement de l'idée démopédique, et c'est là que l'on peut penser évidemment à Condorcet tout particulièrement, parce que si on avait dit à Condorcet qu'un jour, enfin même si les examens n'avaient pas la même signification, que 80% d'une classe d'âge arriverait au baccalauréat, il aurait dit mais voilà, c'est extraordinaire, on va être dans une société de sages. Bon, eh bien c'est le contraire, parce qu'on est moins dans une société de sages que dans une société dans laquelle les passions sont canalisées par des partis. Et on est moins dans une société de sages que dans celle dans laquelle les passions sont canalisées par le type de procédure qui était utilisée pendant la Révolution française. Donc le problème clé d'aujourd'hui, c'est de réfléchir aux conditions et aux raisons pour lesquelles la diffusion du savoir et de l'éducation ne rend pas les lecteurs plus rationnels.
pourquoi la diffusion des savoirs ne rend pas les lecteurs plus rationnels? Alors je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première raison qui permet le développement de ce que Carlo Ginzburg appelait la multiplication des attaques sceptiques, c'est que s'est développée cette catégorie du scepticisme informé. De l'ignorance, on pourrait dire aussi de l'ignorance informée. Parce que la diffusion des savoirs et la multiplication des savoirs, et bien sûr particulièrement avec Internet, permet de développer des cheminements de connaissances, des répertoires infinis d'arguments et de données qui construisent la possibilité de rationalité concurrentielle, pourrait-on dire. Et que là, on a une expression très importante, me semble-t-il, c'est que le rapport n'est plus entre l'ignorance et la raison, mais entre ce qui se présente comme des raisons concurrentielles. En effet, on voit même aujourd'hui, on avait fait un colloque de rentrée au collège il y a 3 ans sur savoir et démocratie. On voit aujourd'hui des personnes s'adresser à un prix Nobel en disant « Vous dites cela, c'est votre opinion, mais moi j'ai bien regardé la question et je peux vous dire que on peut dire les choses autrement. » Et la personne qui dit ça, il ne faut pas la prendre pour tout à fait une imbécile, parce que la personne a effectivement regardé beaucoup de choses. Elle a consulté beaucoup de documents. Alors on peut discuter des documents, mais elle a effectivement consulté des documents. C'est pour cela que je parle de la concurrence des raisons et de la prétention à l'égalité des raisons. La prétention à l'égalité des raisons, puisqu'il y a un répertoire d'arguments ou de données sur lesquelles on peut se fonder, qui est d'une diversité absolument infinie. Cela abaisse donc la distinction entre le savoir et l'opinion, puisque l'opinion entendue non pas comme sentiment général, mais l'opinion entendue au sens de raison individuelle, est possiblement détachée du savoir, défini au contraire comme compétence sociale. Et donc, on a paradoxalement une forme de déhiérarchisation des connaissances et d'esprit critique qui devient le vecteur du relativisme. Et c'est cela qui constituerait, s'il revenait parmi nous, le cauchemar de Condorcet. Et donc, si nous étions réunis avec lui, nous nous poserions la question, que faire dans ce contexte ? Eh bien, il y a 2 choses qu'on peut faire. Premièrement, on peut redonner sens à l'idée d'unanimité, en la redéfinissant. On peut redonner sens à l'idée d'unanimité tout en définissant aussi, ce n'est pas contradictoire, je vais le montrer, tout en définissant aussi la démocratie comme le régime de la gestion explicite des différends et des antagonismes. Et même la démocratie est le régime de discussion des antagonismes. Ce qui se pose de distinguer ce qui relève de simples malentendus et ce qui relève de conflits fondés, voire insurmontables, d'intérêts ou de valeurs. Alors que l'on voit que justement, le débat politique souvent repose sur la confusion entre les malentendus et les désaccords. Et là, je crois qu'il est très important dans la vie démocratique, c'est justement d'essayer de distinguer ce que sont les véritables conflits fondés d'intérêts ou de valeurs en les distinguant des malentendus. Donc une part de la démocratie, ce qui est nouveau, devient fondée sur la reconnaissance et le fait du conflit. Et donc ne recherche plus l'unanimité à cet égard. N'est plus le régime du consensus, mais le régime de gestion et de débat autour de la division sociale. Donc c'est le régime qui pose, au contraire, la possibilité de discuter des conditions de la division sociale
et des problèmes qu'elle pose. Mais en même temps qu'on peut donner cette définition de la démocratie, on peut aussi imaginer de nouvelles institutions de l'unanimité. La démocratie comme régime de la discussion ou de l'interrogation sur les divisions, elle repose sur les institutions majoritaires. Et les institutions majoritaires, elles définissent justement, pour trancher ces conflits, des majorités et des oppositions, parce qu'on ne peut pas rester dans l'indécision. Et lorsqu'il faut trancher une question de définition de la justice, lorsqu'il faut trancher une question de redistribution, il y a un moment où il faut prendre une décision et que la seule procédure de discussion, de décision qui n'est pas discutée, c'est la décision arithmétique. Parce qu'on pourra toujours discuter sans fin de ce qui est le juste ou l'injuste, mais on ne discutera pas sans fin du fait que 51 est supérieur à 49. Donc il y a dans la décision arithmétique une supériorité procédurale, et que cette supériorité procédurale, c'est ce qu'on a appelé le pouvoir du dernier mot. Et que ce pouvoir du dernier mot, il a une valeur instrumentale considérable dans l'organisation de la vie sociale. Mais qu'à côté, il faut des institutions du consensus, et lesquelles ? Les institutions majoritaires, elles définissent en quelque sorte le pouvoir collectif, le pouvoir majoritaire, comme une approximation du pouvoir de tous. Elles sont donc, au sens propre du terme, des fictions. Des fictions, je vous rappelle qu'en droit, une fiction se définit comme un mécanisme qui permet de rendre gouvernable la réalité. Donc la fiction ne correspond pas à un fait réel, mais la fiction est le principe qui rend gouvernable la réalité. Et on a donc besoin de fiction dans le fonctionnement d'une société. Mais à côté de cette définition du pouvoir de tous, du pouvoir arithmétique de la majorité comme approximation du pouvoir de tous, on peut définir d'autres types d'institutions du pouvoir de tous qui, elles, reposent sur le principe d'unanimité. Le repos sur le principe d'unanimité redéfini, non pas comme le fait du consensus, mais comme le pouvoir de personne et comme le pouvoir de n'importe qui. C'est-à-dire que j'ai fait référence tout à l'heure au tirage au sort, comme le tirage au sort, mais donne une forme au pouvoir collectif, en ce sens que personne ne peut se l'approprier. Donc, c'est le pouvoir de tous comme une figure du pouvoir de personne. Et aujourd'hui, ce pouvoir de tous comme figure du pouvoir de personne, eh bien, il prend une ampleur de plus en plus grande dans nos sociétés à travers ce qu'on peut appeler les institutions d'impartialité. Les institutions d'impartialité qui pratiquement s'appellent des hautes autorités ou des autorités indépendantes sont justement des institutions qui sont mises en place parce qu'il n'y a pas de moyen de trouver d'accord ou il n'y a pas acceptation de les voir gérées par le pouvoir majoritaire. Et donc, il y a un consensus social pour les sortir du pouvoir majoritaire et les faire gérer par des institutions indépendantes. C'est pour cela, par exemple, que dans beaucoup de pays, si on ne se met pas d'accord sur l'organisation des élections, on peut dire que beaucoup de pays africains sont sortis de drames extraordinaires en mettant en place des commissions électorales indépendantes. Et ça n'était pas le parti au pouvoir qui organisait les élections. Pour réguler les problèmes de corruption, vous voyez, on a mis en place, après l'affaire Cahuzac, la haute autorité pour la transparence de la vie publique. La première autorité indépendante en France a été la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, et elle est née parce que justement le ministre de l'Intérieur de l'époque, je crois que c'était Marcellin, dans les années 70, voulait constituer un fichier national regroupant tous les fichiers de sécurité sociale, de carte d'identité, etc. Et donc, on a
il y a eu une protestation en disant mais ça va être un fichier de la superpolice. Et l'émotion était telle que le gouvernement a dit bon, à partir de maintenant, c'est un organisme indépendant qui gérera et qui autorisera les fichiers et qui surveillera leurs conditions de développement. Donc ça, c'est une façon moderne mais inédite de concevoir l'équivalent de l'unanimité. Donc c'est le développement des institutions d'impartialité comme pouvoir de personne. Et puis il y a une deuxième façon de concevoir la mise en œuvre de l'unanimité, c'est de concevoir le pouvoir de tous comme le pouvoir de n'importe qui. Et quelles sont les modalités du pouvoir de n'importe qui? C'est essentiellement le pouvoir de voir des droits individuels défendus. Donc, n'importe quel individu peut, surtout maintenant en France, il y a la question prioritaire de constitutionnalité, la QPC, chacun peut considérer que des mesures mettent en cause ses droits et donc ne sont pas conformes à la charte des droits de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et cela veut dire qu'il y a des institutions. Quelles sont les institutions qui sont l'expression de n'importe qui? Eh bien, il y a une institution qui est l'expression de n'importe qui, ce sont les cours constitutionnelles. Ce sont celles qui sont les gardiennes, on dit parfois les gardiennes de la Constitution, pour quelle scène, mais on peut dire celles qui sont les gardiennes de la Constitution, c'est-à-dire les gardiennes des droits. Les droits et des principes fondateurs et fondamentaux de la vie sociale et donc aussi des existences individuelles. Donc, on voit aujourd'hui que du point de vue de l'idée d'unanimité, cette idée est allée en trouvant sa place dans ce qu'on pourrait appeler une démocratie mixte. Une démocratie à la fois des institutions majoritaires et à la fois une démocratie des institutions. En France, l'expression n'est pas tellement employée, mais en anglais, on dit beaucoup des institutions non majoritaires. C'est une expression qui est très fréquemment employée. Et on voit bien dans le fonctionnement de la vie sociale à quel point il y a une pente pour donner de plus en plus d'importance au pouvoir de n'importe qui et au pouvoir de personne, à travers à la fois les autorités indépendantes et puis le rôle dévolu aux constitutions. En tout cas, l'exemple français est spectaculaire parce que la Constitution de la Ve République a mis en place, non pas une cour, c'est toujours un conseil constitutionnel avec toutes ses particularités pour brider le Parlement, alors que de fait, c'est en train de devenir, surtout après les réformes de 2008, une véritable cour constitutionnelle. Donc il y a d'un côté, je dirais, une façon de retrouver, une nouvelle façon de retrouver le sens de l'unanimité dans la société et de faire aller de pair unanimité et prise en compte du fait de la division sociale. Le deuxième grand volet, ce serait ce qu'on pourrait appeler les nouvelles pratiques de la raison. Et c'est là que je dis deux mots sur le titre annoncé de la conférence, c'est-à-dire que la démocratie ne peut pas éliminer la démagogie, car nul ne peut s'instituer en propriétaire de la raison. Et que le parler vrai ne peut apparaître que comme expression d'un combat, expression d'une réflexion critique et problématique. Le deuxième élément clé des nouvelles pratiques de la raison, c'est de savoir comment dépasser la défiance vis-à-vis des savoirs institués. Comment, qui veut dire à la fois mettre fin à un certain type d'inhibition, à l'illusion dominante aujourd'hui que chacun peut déterminer sa vérité,
et aux nouvelles formes de conformisme qu'il y a avec la démultiplication, je dirais, des maîtres qui font référence. Et pour aller dans ce sens de contenir la défiance vis-à-vis des pouvoirs institués, eh bien, il y a deux voies générales. Une première voie, c'est la reconstruction des institutions invisibles. Dans toute société, aucune société ne peut fonctionner simplement avec ses institutions. On sait bien que c'est un grand thème, même chez Rousseau, tout le thème de la convenance chez Rousseau, ou c'est évidemment un grand thème chez Tocqueville, qu'une société vit aussi avec ses habitudes, vit aussi avec ses mœurs, vit aussi avec ses traditions. Mais qu'il faut distinguer à côté de cela les institutions invisibles. Les institutions invisibles, la formule institution invisible, elle était, à ma connaissance, forgée pour la première fois par Kenneth Arrow. Et il disait à partir de la confiance. Et effectivement, il y a trois institutions invisibles qui sont, on peut dire, des économiseurs d'institutions. C'est la confiance, la légitimité et l'autorité. Donc, vous connaissez la définition sociologique de la confiance. La confiance, c'est ce qui permet de faire une hypothèse sur le comportement futur. Et que cette hypothèse sur le comportement futur, elle est nourrie, ou elle peut se nourrir, de la connaissance du passé de quelqu'un. L'autorité, vous savez, c'est le fait de pouvoir s'imposer sans discussion et coercition. Et que de ce point de vue-là, eh bien, nous avons besoin, et la légitimité, c'est le fait qu'un pouvoir est reconnu comme fondé au-delà de ses conditions d'autorisation. C'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte un accroissement de la notion d'autorisation, qui est celle par l'élection, par exemple. Et donc, le grand problème aujourd'hui, c'est que ce qui développe ce rapport, je dirais, à la démultiplication et à la prétention à la démultiplication des raisons, c'est la disparition justement de ces différentes institutions invisibles et notamment des autorités. Je pense que c'est un des problèmes clés sur Internet. Sur Internet, il y a l'océan que l'on connaît d'informations, mais n'ont pas pour l'instant, ou de façon très limitée, réussi à se constituer des autorités. C'est-à-dire que se sont constitués des agrégats d'opinion. Il y a des personnes qui regardent des catégories de sites, etc. Mais pas des autorités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieux qui sont reconnus comme ayant une fonction sociale relativement objective. Et je crois que ces lieux, ils ne peuvent se construire justement que s'ils passent l'épreuve de la confiance. Autrefois, c'est ce que faisaient, je dirais, les journaux de qualité, qui étaient reconnus comme ça, mais maintenant, ils ne le sont plus. Donc, il y a à réinventer, en quelque sorte, les autorités, qu'on pourrait appeler les autorités intellectuelles. Les autorités intellectuelles, n'étant pas entendues dans le sens simplement professionnel de la vie intellectuelle, mais dans son sens beaucoup plus large. Et le deuxième élément absolument central pour faire développer de nouvelles pratiques de la raison, c'est ce que j'appellerais, c'est l'apprentissage de la méthode critique. Et c'est l'apprentissage de la méthode critique qui fait considérer comme plus important, en quelque sorte, considère que l'essence de la vérité, c'est la recherche de la vérité. Et donc, et que l'essence de la raison, c'est le travail de critique. Et là, il y a aussi, me semble-t-il, une responsabilité de ceux qui sont des producteurs de connaissances, c'est qu'ils divulguent ou ils diffusent leurs résultats, mais pas assez leurs méthodes. Donc les savants communiquent leurs découvertes, mais n'apprennent pas assez à la société ce qu'est leur méthode critique. Et si Condorcet revenait
aujourd'hui parmi nous, eh bien, je pense qu'il se serait fait théoricien des institutions non majoritaires et qu'il se serait fait non pas simplement le champion de l'instruction et de l'éducation publique, mais le champion dans la construction des autorités intellectuelles et dans l'enseignement, je dirais qu'il ne peut être que pratique, la diffusion de ce que veut dire la recherche de la vérité et pas simplement la possession des connaissances. Cela veut dire son cauchemar aurait cessé et qu'il aurait repris la parole pour s'engager dans la cité comme il avait fait dans son temps. Je vous remercie.